Nous vous proposons de retrouver dans un instant Jean-François Coureau, professeur de littérature occitane moderne et contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire PLH, Patrimoine, Littérature, Histoire, à la librairie Ombre Blanche, samedi 14 juin 2025, à l'occasion de la publication aux éditions Midi-Pyrénéennes, dans la collection Cette année-là, de son livre 1617, Pierre Goudouli, un génie poétique du baroque occitan. Bonne écoute. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Jean-François Coureau, ici présent, qui est professeur de littérature occitane moderne et contemporaine, mais qui est spécialiste véritablement de littérature occitane moderne, ce qui signifie du XVIe au XVIIIe siècle. Il est professeur à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire PLH dans la même université. Je ne vais pas décliner ses publications qui sont nombreuses sur des formes variées de la littérature de cette époque-là, de la poésie au théâtre, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous l'accueillons pour la publication de cet ouvrage de la collection Cette année-là, qui s'intitule 1617, Pierre Goudouli, un génie poétique du baroque occitan. Et tout de suite, je demande, est-ce que j'ai prononcé correctement Goudouli, puisque l'orthographe est extrêmement variable. Oui, alors en effet, on dit Goudouli, mais on pourrait aussi dire Goudelin. Je crois qu'il y a au moins 8 façons d'écrire son nom et de le prononcer un peu pareil. C'est comme ça, c'était l'usage au XVIe siècle, l'orthographe des noms n'était pas très fixée, et on peut considérer au XXIe qu'on peut faire la même chose. Donc si vous voulez dire Goudelin, vous pouvez. Du reste, lui, il écrivait, on n'a pas d'enregistrement, mais il écrivait Goudelin. Ouais. Alors 1617, ça ne correspond pas à la date de la naissance de Pierre Goudouli, mais à une publication d'un recueil poétique qui a fait sensation, qui a marqué, qui a vu l'éclosion de ce génie poétique, qui s'intitule, alors j'ai peut-être très mal le prononcer, le Ramlet Mundi. Oui, c'est ça. Les Ramlet Mundi. Alors, est-ce que tu peux nous éclaircir le titre ? Alors, les, c'est l'article de Toulouse. Là ou ailleurs, on dit loup, par exemple, en occitan. Aramelet, c'est un bouquet de fleurs. Et Mundi, c'est le nom qui désigne Toulouse et le Toulousain. Donc, c'est un bouquet toulousain, un bouquet de fleurs toulousain. Alors, si je puis dire, dans le seul terme d'occitan que je connaisse vraiment, Ramlet Mundi, à partir de ça, Kezako. Kezako, Ramelet Mundi. Oui, dans le contenu de la publication. Alors, pourquoi il appelle ça, il lit ce titre à des fleurs? C'est qu'en fait, à Toulouse, il existe une institution de la vie littéraire et culturelle importante qui est le Collège de rhétorique. Le Collège de rhétorique, c'est le nom que porte au XVIe siècle, au XVIIe encore, et jusqu'à la fin du XVIIe, cette institution qui a été fondée en 1323, qui est devenue maintenant, qui est l'Académie des Jeux Floraux. Elle remonte au Moyen-Âge. Lorsqu'elle a été créée, il s'agissait de créer un concours de poésie décerné tous les ans et pour lequel les personnes qui étaient primées recevaient une fleur d'or ou d'argent, d'où le nom de Jeux Floraux. Donc la thématique florale est extrêmement présente dans l'œuvre de Goudouli. Il joue avec, et jusque dans le titre. Et quant à Mundi, drôle de petit adjectif dont je ne sais pas s'il apparaît chez Goudouli pour la première fois ou si on le trouve auparavant dans la littérature occitane ou française. Alors, mais c'est toulousain. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter de manière un petit peu plus détaillée le contenu de ce recueil? Alors c'est un recueil de poèmes comme on en fait à l'époque, c'est-à-dire avec des genres assez variés.
des genres comme on pratique, le sonnet, par exemple. Vous voyez ce que c'est, 14 vers, bon, voilà, répartis, 2 quatrains, 2 tercets, rimés, voilà. On a des poèmes, des épigrammes toutes courtes. Une épigramme, c'est 2 vers. En général, c'est un peu satirique. Des Noëls. Noël, c'est un genre à la croisée entre la littérature et la musique. Ce sont en fait des chansons qu'on chante à Noël. On prend un air à la mode, peu importe la langue, il peut être en français, en latin, en occitan. On change les paroles, on les adapte à Noël, mais pas qu'à Noël, puisqu'on en profite parfois pour glisser quelques références à la vie quotidienne, au prix du vin qui augmente, ou le pain qui est introuvable, ou les malheurs de la guerre. Donc ça, c'est un genre qu'il pratique aussi, et qui est un genre assez traditionnel, en un sens. Et puis, on trouve de façon beaucoup plus surprenante, des poèmes qui n'appartiennent à aucune catégorie répertoriée à l'époque, qui sont de longs poèmes, qui sont consacrés à des thèmes assez variés, principalement l'amour. Et la façon dont il parle de l'amour, qui est quand même le sujet le plus rebattu de la littérature mondiale depuis les origines, est assez original, puisqu'il prend des personnages de la mythologie, et, entre autres, et il recrée à partir de ça des scènes tout à fait inédites dans la littérature européenne de son temps. Alors, justement, est-ce que, si ça ne t'ennuie pas, Jean-François, parce que c'est quand même de la poésie, est-ce que tu pourrais nous en lire quelques passages, pour qu'on ait une idée de ce que ça représente, phoniquement? Oui, d'accord. Le poème qui rend Goudoli célèbre, à mon avis, celui qui assure sa notoriété dès qu'il est écrit et dès qu'il est prononcé oralement, puisque c'est ce qu'on appelle de l'autodiction. Il dit lui-même son poème, et il le dit publiquement. C'est un poème qui est écrit en la mémoire du roi Henri IV, qui a été assassiné en 1610. Il y a une émotion générale en France, on écrit énormément, on fait des messes, des célébrations, etc. Mais lui compose ce poème, qui est donc censé rendre hommage à ce grand roi qui a rétabli la paix, qui a été un grand chef militaire, etc. Et le début de ces stances en l'honneur de la mémoire d'Henri IV est tout à fait étonnant, puisque plutôt que de parler du roi directement, il établit un début dans un décor qui est un décor bucolique, champêtre, avec des bergers, des oiseaux. Je vais vous lire parce que j'ai aucune mémoire orale, n'est-ce pas? Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui connaissent par cœur. Giantis pastorelets, que de jus las umbretos, sentets apasima les calimas del jour, tant que les auselets, per saludar l'amour, uflon les gargaioles des mille canzonetos. Petits rius, un l'argent besiadomen corrino, pradets, un les plazés, nous embesco les els, quand la joena s'azou buscargo des ramels, augets, così se plagne, une nymphe mundino. Je tente une traduction. Brave gentil berger qui sous les ombres sentait calmer, s'apaiser la chaleur de la journée, tandis que les petits oiseaux, pour saluer l'amour, gonflent, uflent les gargaioles. Un oiseau, quand il chante, il a le gosier qui gonfle, uflent les gargaioles, et les mots sont choisis pour leur sens, certes, mais aussi pour leur sonorité. Gargaioles. Donc ils gonflent leur gosier de 1000 chansons. Petit ruisseau dont l'argent Béziadomine Gourine s'écoule de façon charmante. Alors Béziadomine, c'est difficile à traduire, c'est charmant. Et là, pourquoi l'argent? C'est la couleur de l'eau sous les reflets
Petit pré où le plaisir nous... Je ne sais pas comment c'est traduit, c'est très dur à traduire. Mbeska, le verbe qu'il utilise, c'est attraper un oiseau, c'est une forme de chasse, on en pense ce qu'on en veut, à la glu. Et donc là, le plaisir est attrapé, est saisi, et ça passe par les yeux. Quand la jeune saison, c'est-à-dire le printemps, vous charge de rameaux, entendez comment se plaint une nymphe toulousaine. Et là va commencer véritablement, progressivement, l'éloge du roi défunt, avec une partie élégiaque, triste, puis l'éloge des qualités générales du roi, puis un passage épique consacré à sa valeur militaire, et enfin un blâme nécessaire de l'assassin qui s'appelait, comme vous savez, Jean-François Ravaillac. Personne n'est parfait. Voilà. Alors, une question tout à fait de profane. Tu nous as lu donc un extrait. Est-ce qu'il y a autant d'écart entre l'occitan du début du XVIIe siècle et l'occitan qui est parlé aujourd'hui qu'entre le français du XVIIe siècle et le français d'aujourd'hui? Parce que la poésie du XVIIe siècle, la même période, pour quelqu'un du début du XXIe siècle, est quand même assez éloignée quoi, dans la langue. Est-ce qu'on a le même phénomène avec l'occitan Peut-être de façon un peu atténuée, je dirais. On peut plus facilement lire quelqu'un qui connaît l'occitan peut plus facilement lire l'occitan du XVIIe siècle que pour le français. Mais Goudouli, c'est pas facile. Parce que Goudouli, ça fait partie de ce qui le rend génial, utilise énormément de mots, son vocabulaire est très riche, et surtout, c'est un vocabulaire qui est polysémique, c'est-à-dire qu'un mot a plusieurs significations. Et si on voulait bien faire les choses, pour le traduire, il faudrait traduire, je dis toujours, c'est choisir. Donc il faut bien choisir quelque chose. Mais il faudrait aussi dire les autres traductions possibles à chaque fois. Ouais, donc c'est pas facile. C'est en raison de ce foisonnement de la langue, de cette polysémie, que tu as choisi le terme de baroque dans l'adjectif baroque pour le titre. Alors oui, on a un peu renoncé maintenant, on emploie de moins en moins quand même cette catégorie de baroque. C'est commode pour avoir des grands repères. C'est un de mes prestigieux prédécesseurs, Robert Laffont, qui a inventé cette catégorie du baroque littéraire occitan, en identifiant, avant lui, on ne savait pas quoi faire de ces textes écrits en occitan, au XVIe, XVIIe siècle. Il a identifié un moment qui est fort, où on trouve un foisonnement de création au niveau occitan, mais on a la même chose en Espagne, en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Il y a bien un moment baroque, comme il y a eu auparavant la Renaissance et comme il y aura après les Lumières ou que sais-je. Après, c'est un peu un piège, ces catégories, parce que on a l'impression d'avoir une grille et qu'après, il faut faire rentrer tous les éléments dans la grille. Ah, mince, ça rentre pas, des fois. Donc, bon. Mais enfin, ça aide à... Et c'est vrai que le baroque se caractérise par une certaine emphase, un jeu avec la langue. C'est une langue qui est, quelle que soit la langue, l'occitan comme les autres, qui est marquée par l'abondance, la copia, comme on disait en latin. Et ça, c'est, de ce point de vue, Goudouli est un poète baroque. Et je parlais de Robert Laffont, l'un des premiers articles de Robert Laffont en 1958, un article très court qui a été très peu lu, mais très juste. Il dit que Goudouli, c'est le langage roi. Et effectivement, il manie la langue, mais il manie aussi le langage en créant des images. On l'a vu là tout à l'heure avec le verbe mbeska, qui est un verbe très concret au départ. Il joue entre le figuré, le propre et le figuré. Donc c'est ça. Oui, les baroques après tout. Alors tous les deux, nous avons utilisé le terme d'occitan pour identifier la langue, mais le mot au XVIIe siècle n'est pas employé. Comment dénomme-t-on cette langue? Alors il n'est pas employé, mais on le trouve en latin. On le trouve en latin depuis le XIVe siècle,
puisqu'il correspond en latin, c'est l'adjectif qui correspond à la province de Languedoc, qui elle-même est appelée en latin Occitania. Mais c'est en latin. En français, on ne trouve rien d'équivalent à part de temps en temps quelqu'un qui essaie occitan, occitanique. Il y a quelques mentions au XVIIe siècle, mais ça prend pas. C'est pas comme ça qu'on appelle la langue. Pour l'appeler, en fait, regardons comment on fait en Europe. Les Italiens appellent ce qui est parlé dans le sud de la France provenzale. C'est-à-dire qu'ils ont pris le dialecte qui est le plus près de chez eux. Les Espagnols et les Catalans appellent l'occitan limousin. Pourquoi le limousin plus particulièrement ? On dit que c'est parce que c'est là qu'il y avait les premiers troubadours. Bon, mettons. Quant aux Français de la moitié nord, depuis le début du XVIe siècle, ils appellent ce qui est parlé dans le sud de la France, et singulièrement de ce côté-ci du Rhône, gascon. À chaque fois, le gascon, c'est pas ce qu'on parle à Toulouse. On le parle près de Toulouse. Hein. Il suffit de passer Saint-Cyprien et on est en Gascogne. Mais à Toulouse, c'est pas du gascon qu'on parle, c'est du languedocien. Encore autre chose. Et donc ça fait déjà une dénomination un peu vague, mais dont les gens s'accommodent et dont les Occitans s'accaparent. Ils appellent parfois, à l'occasion, même s'ils parlent autre chose que le gascon, leur langue gascon. Mais c'est pas tout. On appelle aussi la langue, depuis un moment, depuis le milieu du XVe siècle, on lui a appliqué le nom de patois. Ce que parlent les gens qui n'est pas du français, ce qui ne correspond pas à la norme linguistique et sociale, c'est du patois et c'est une appellation que nous avons tous entendu appliquée à l'occitan. Donc cette appellation existait, elle a cours. Et puis Goudouli, c'est Toulouse, donc c'est Mundi. Mais on peut avoir des appellations locales, le provençal en Provence, l'auvergnat, le limousin, le langage de Rabastens dans le Tarn, et chacun peut avoir sa propre dénomination comme ça. Donc on vit à cette époque-là, on n'a pas besoin de définition très précise, mais pour l'occitan, c'est quand même peut-être un handicap par rapport à des langues qui sont facilement identifiables. Le basque, c'est le basque. Il a toujours été appelé le basque. Le breton, c'est le breton, pareil. L'occitan, c'est plus compliqué. Alors justement, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu la place que tient l'occitan dans cette première moitié du XVIIe siècle ? Nous, aujourd'hui, on a plutôt l'image d'une langue orale. Là, tu parles d'une œuvre littéraire et très littéraire, si je puis dire. Donc, quelle est la place à la fois dans la vie quotidienne et puis dans la vie aussi plus littéraire de la région toulousaine ? Oui, et dans la vie publique. Il fut une époque où toute la vie se déroulait en occitan. Si on remonte, je sais pas, moi, transportons-nous au milieu du XVe siècle. Toute la population parle occitan. Quand il s'agit d'écrire, on écrit en latin ou en occitan, en fonction. Et le français n'est pas présent. Le français apparaît vers le milieu du XVe siècle dans les milieux élitaires, les notables, etc., qui peu à peu vont l'adopter. Et une ville comme Toulouse, en 1490, dans la dernière décennie du XVe siècle, c'est fait. Les élites ont adopté le français comme langue écrite, mais pas forcément comme langue orale. On va avoir pendant des siècles une société qui est bilingue, qui va à l'oral parler occitan ou français en fonction des situations et en fonction aussi des capacités, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler français. Pour rester à Toulouse, vous connaissez l'affaire Calas. Au milieu du XVIIIe, la servante des Calas, elle vit à Toulouse, elle ne sait pas parler français. Elle va l'apprendre après. Elle aura bien besoin. Mais sur le moment, elle ne sait pas. Et donc, on a une situation comme ça qui bascule en faveur du français au niveau écrit, ce qui trompe parfois les historiens. Ils se disent, oui, tout le monde parle français. Ah non, pas tout le monde parle français. Et on peut appartenir aux classes supérieures
et parler occitan du matin au soir. Et voilà. Donc ça, c'est le cadre général. L'occitan est marginalisé dans la vie publique. Dans la vie quotidienne orale, on se promène dans la rue, on l'entend nécessairement, on ne peut pas ne pas l'entendre. Et dans la vie culturelle, littéraire, il est aussi au départ marginalisé. Je parlais tout à l'heure du collège de rhétorique. Le collège de rhétorique qui hérite donc des jeux floraux, là, qui s'occupe des jeux floraux, au départ, il donnait des fleurs à des poèmes en occitan. Il a continué jusqu'à la fin du XVe siècle. À la fin du XVe siècle, il s'est passé, et au début du XVIe, il s'est passé quelque chose dans cette institution. On ne sait pas trop quoi, parce que bizarrement, tous les papiers ont disparu. Il n'y a pas de documentation. Et lorsqu'à nouveau, il y a des documents attestés, des sources, tout est en français. Ça s'appelle plus comme avant, ça s'appelle Collège de rhétorique. On y donne des poèmes, mais on y donne des prix, mais qu'à des poèmes écrits en français, etc. Donc c'est un bon laboratoire de la francisation des élites toulousaines à ce moment-là. L'occitan n'est plus présent officiellement dans cette institution, mais on publie quand même des livres en occitan à Toulouse, en languedocien, et curieusement, les auteurs appartiennent à ce même collège de rhétorique. Donc c'est une langue qui est à la fois marginalisée socialement, mais présente, et dans l'institution littéraire, mais quand même présente. Alors, parmi ceux qui contribuent à faire de l'occitan à cette époque-là une langue littéraire, il y a bien sûr Goudouli. Pour l'instant, on n'en a pas parlé, donc est-ce que tu peux nous le présenter ? Qui est-il ? Qui est-il ? D'où vient-il ? Alors, Papa Goudouli était barbier chirurgien. C'est la même corporation à l'époque qui vous fait la barbe, qui vous ausculte et vous trifouille les intestins. Et il est né en face de l'hôtel d'Assezat, dans la rue de Metz. Il y a une plaque en occitan qui date... C'est vrai, c'est la seule, il n'y a pas d'autre. Et elle a été apposée en 1950, je crois, à l'emplacement, parce que la rue, qui s'appelait la rue de la Treille, a disparu lorsqu'on a percé la rue de Metz au début 20e. Donc le papa a pignon sur rue, il vit bien, et il envoie son fils faire des études de droit. Ça le passionne beaucoup moins que la poésie. Et de fait, certes, il deviendra avocat, mais apparemment, il n'a jamais plaidé de sa vie. Et puis, donc voilà, et surtout, alors là où il apparaît dans les documents, c'est justement au collège de rhétorique. Il va candidater régulièrement pour obtenir une fleur. Il en obtient une en 1610, je crois. Ouais, c'est ça, 1610, pour un poème en français, qui est très beau d'ailleurs, qui décrit des oiseaux fantastiques qui n'existent pas. Et voilà. Et ensuite, il y a ces publications qui vont avoir lieu. Alors, si on en est uniquement au niveau de sa vie, son papa meurt en 1626 et apparemment, il n'a pas très, très bien géré la fortune paternelle dont il hérite. Il a quelques ennuis de santé et surtout financiers. Alors, je parle en m'appuyant sur des travaux qui remontent à 1898. Ou quasiment personne n'a été consulter les archives pour faire de nouvelles recherches. À mon avis, on devrait pouvoir trouver des choses. Toujours est-il qu'il a une métairie à Sainte-Agne. Sainte-Agne, qui est à l'extérieur de la ville à l'époque. Apparemment, il vit là. À la fin de sa vie, il a ses soucis financiers. Puis lui et un certain nombre d'amis influents qui vont lui permettre d'obtenir une pension du chapitre de la cathédrale Saint-Étienne et surtout des capitouls de Toulouse. Mais apparemment, il finit dans une certaine misère. Voilà. Ça, c'est sa vie. Oui. Et justement, pour faire carrière littéraire, même si le terme de carrière est, je pense, pas très bien choisi, à cette époque, il faut avoir des protecteurs.
Alors, qui sont les protecteurs toulousains ou non toulousains de Pierre Goudouli? Alors, effectivement, au XVIIe siècle, il n'y a pas un seul grand auteur qui n'ait bénéficié de l'appui, financier ou pas, d'un aristocrate. Goudouli n'échappe pas à la règle et très rapidement, il entre dans le périmètre qui se situe autour d'un grand prince fastueux qui s'appelle Adrien de Montluc, qui est lui-même le petit-fils d'un grand guerrier des guerres de religion, côté catholique. Et cet Adrien de Montluc est gouverneur du pays de Foix. Il passe son temps entre Paris, la cour, et son hôtel particulier qui se situe à l'angle de la rue des Filatiers et de la rue Juxhages. Et il a aussi une maison d'agrément au niveau de l'actuelle rue Caraman, sur le boulevard. Là. Et il s'entoure, cet Adrien de Montluc, d'intellectuels, d'esprits parfois un peu curieux. Et il crée une sorte d'académie informelle, comme ça, où on compose des poèmes, des textes, on s'amuse. Et voilà. Donc ça, c'est le premier. Le problème de cet Adrien de Montluc, c'est qu'il est un peu remuant, il accepte mal l'autorité du roi et surtout du Premier ministre, qui est Richelieu, qui, en 1635, l'envoie à la Bastille. Donc ça, c'est le premier protecteur chronologiquement. Puis il y en a un autre, encore plus brillant, qui est Henri II de Montmorency, gouverneur de Languedoc, lui, qui tient une cour fastueuse, mais même chose, qui tolère mal l'autorité royale, se révolte et finit dans la cour du Capitole. Vous avez là aussi une plaque qui rappelle son exécution en 1632. Donc à partir de ce moment-là, les princes, les aristocrates fastueux, il n'y en a plus. Mais Goudouli change en fait d'orientation pour ses protecteurs. Et il va les chercher du côté du Parlement de Toulouse. Parlement de Toulouse, qui est une institution de justice, avec des personnages très puissants. Comment il s'appelle ? J'ai oublié, Jean de Berthier, qui va rester à peu près 22 ans à la fois premier président du Parlement de Toulouse et quasiment autant, voire plus, chancelier du collège de rhétorique, c'est-à-dire c'est le chef des Jeux floraux. Homme puissant qui va lui accorder, ainsi que quelques-uns de ses amis, son soutien, notamment pour la publication des livres. Parce que publier un livre au XVIIe siècle, ça coûte cher. Et les capitouls de Toulouse, c'est-à-dire le pouvoir municipal, ils jouent un rôle aussi? Oui. Alors, ou ils voient de plus loin, on va dire. Non. Alors, Toulouse, c'est compliqué parce qu'il y a plein de rivalités de pouvoir entre... déjà, on a l'Église. Ensuite, on a le Parlement de Toulouse, on a les capitouls de Toulouse, et les capitouls de Toulouse et le Parlement, parfois ça coince. Et Goudouli essaie de naviguer entre tout ça. Mais les capitouls, il leur dédie son dernier recueil publié en 1647-48, et c'est eux qui lui donnent une pension à la fin de sa vie. Donc, je crois qu'il sait y faire. Il a un réseau. Parce que pour rester dans le contexte toulousain, Toulouse, c'est aussi une ville qui, à cette époque-là, est très catholique, qui est vraiment très fortement impliquée dans la contre-réforme catholique. Et un autre titre de la collection, 1619, portait sur la mise à mort de Vanini, qui était un libertin, c'est-à-dire en fait un libre penseur à qui on reprochait son athéisme. Goudouli, lui, il se situe dans quel côté? Comment? Entre les protestants, les catholiques et les libres penseurs? Ouais, protestants, non, ça on oublie. Il valait mieux pas l'être trop à Toulouse. Alors, si on prend les textes, on ne trouvera rien qui aille contre les dogmes de l'Église catholique. Rien. En revanche, si on cherche un peu, on parlait de Vanini, il est exécuté en 1619, en février, je crois, et je ne sais plus si c'est la veille ou le lendemain,
Henri de Montmorency fait une grande fête dans le cadre du carnaval. Et qui c'est qui, pour faire un pied de nez aux parlementaires, l'un des ordonnateurs de la fête, un des personnages qui incarne des poèmes, qui lit des poèmes pendant ce carnaval, eh bien, c'est Goudouli. Alors, le texte, il faut vraiment le passer à la loupe pour identifier des éléments qui ne correspondent pas à la bienséance ou au politiquement correct, on dirait, de l'époque. Je crois qu'à ce moment-là, il est prudemment du côté des aristocrates qui, eux, les parlementaires qui condamnent Vanini, ils les méprisent, clairement. Après, par la suite, nécessité faisant loi, et ce jeu entre les pouvoirs va l'amener à être peut-être encore plus prudent, je dirais. Ouais. Tu évoquais à l'instant ces protections et puis ces rapports avec les pouvoirs. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la réception de son œuvre, parce qu'à partir de 1617, est-ce qu'ensuite il continue à publier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, il procède d'une drôle de façon. En 1617, donc, il fait ce recueil, les Ramelais de Mundi, avec plusieurs poèmes. Et en 1621, il reprend tous ces poèmes et il en ajoute d'autres. Il continue donc à composer selon le même principe d'écriture. Il faut croire qu'il a du succès, puisqu'en 1637 paraît une nouvelle édition de ses œuvres, du même principe, donc augmentée, avec de nouveaux poèmes, mais les anciens sont encore là, mais chez un imprimeur qui n'était pas le même que les deux premières fois. En fait, c'est une édition pirate qui a été réalisée sans l'accord de Goudouli. Il y a un procès entre deux imprimeurs, c'est l'autre imprimeur qui gagne, et en 1638, une année plus tard, il y a donc l'édition autorisée par Goudouli. Puis en 1647-48, dernière édition de Goudouli, encore plus augmentée, et il meurt en 1649. Après, il aurait pu tomber dans un trou, on aurait pu très bien l'oublier, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. 30 ans plus tard, un ami à lui, qu'il a connu jeune, Germain de la Faille, historien de Toulouse, créateur de la salle des illustres du Capitole, avec donc des bustes des personnalités toulousaines, eh bien, il tient à y placer un buste de Goudouli. Il fait réaliser une statue post-mortem à partir des deux tableaux qu'on a de lui. Et alors, il y a tellement d'auteurs dont on ne verra jamais le visage, mais lui, on connaît deux tableaux qui ont été peints de son vivant, signe de sa notoriété, de son vivant. Et c'est à partir de là que La Faille va ordonner une grande édition en 1678 qui va servir de base à toutes les rééditions de Goudouli. Elles sont très nombreuses jusqu'au 19e, 20e et même 21e siècle par la suite. C'est ça qui va faire, c'est par l'écrit évidemment, que sa célébrité s'établit. Oui, alors je voulais rebondir sur ce que tu dis, parce que le fait d'avoir deux tableaux, deux portraits en plus peints par des peintres officiels, entre guillemets, des peintres de la ville, en fait, montre effectivement cette reconnaissance publique qui ne s'impose pas pour tous les poètes de cette époque-là. Mais je me demandais si cette postérité à la fin du XVIIe siècle, qui en fait un personnage assez symbolique de la vitalité de l'Occitan, n'est pas aussi une forme de compensation pour le fait que justement, à la fin du XVIIe siècle, la langue occitane connaît quand même une forme de déclin. On est à l'époque de Louis XIV, l'Académie française a déjà été créée plusieurs dizaines d'années avant. L'Académie des Jeux Floraux devient une Académie des Jeux Floraux, une Académie royale. Donc il y a quand même à partir des années 1680-90, une espèce de remise au pas, y compris culturelle, sous la monarchie, qui fait que l'Occitan se marginalise aussi d'une certaine manière, non ? En même temps que
ce qu'on appelait les libertés, les privilèges de la ville disparaissent. Enfin, disparaissent pas complètement, mais sont quand même assez mis à mal. Alors, en théorie, oui. Dans la pratique, on continue à écrire, à parler, ça c'est clair en occitan, mais à écrire aussi en occitan. Et Goudelly va servir pendant des siècles de modèle, de patron poétique à ces auteurs qui choisissent de faire de la poésie en occitan. Alors, personne n'a le génie de Goudelly, mais il a des techniques, il a une manière d'écrire, de manier la langue, qu'on va retrouver par exemple, tu es spécialiste de textes révolutionnaires, dans les textes révolutionnaires qui sont écrits en occitan, on a pu identifier des tournures de langage qui étaient empruntées directement au style de Goudelly. Une première moitié du 19e, il y a encore des auteurs qui se réclament de Goudelly. On le lit aussi en Provence, et passer le Rhône, hein, c'est pas toujours évident, c'est parfois un peu compliqué. Et donc voilà, la marginalisation de l'occitan avance, la francisation avance, mais en même temps, il y a cette floraison culturelle. Le XVIIIe siècle, contrairement à longtemps à ce qu'on a pensé, est un siècle très très riche en création littéraire, culturelle occitane. Donc, par exemple, en 1754, devant Louis XV, on représente un opéra. Louis XV aimait beaucoup l'opéra en occitan. C'est une pastorale languedocienne créée par un Narbonnais, Cassanéa de Mondonville. Le roi adore, très bien, tellement que c'est joué le lendemain, alors qu'on ne joue jamais deux fois le même opéra devant le roi. Il demande à ce que ce soit rejoué le lendemain. Et dans le préambule de son opéra, Cassanéa de Mondonville se réfère aux jeux floraux, à Goudelly, et on retrouve encore son influence. C'est juste un exemple. Bon, là, tu évoquais l'opéra et les formes théâtrales, mais aussi peut-être que pour comprendre ce succès de Goudelly et ce succès post-mortem, il faut se rappeler l'importance qu'avait la poésie, ces formes aussi plus ou moins orales, dans la vie publique et pas uniquement dans les classes des élites. Bon, une importance qui aujourd'hui a complètement disparu, hein, qui est pour nous un peu étrangère, mais qui est restée pendant très longtemps quand même très, très prégnante et qui donnait aux poètes une importance bien plus grande que celle qu'ils connaissent aujourd'hui. Tout à fait. Pendant des siècles, mais à Toulouse, on avait de vieux Toulousains qui connaissaient des passages de Goudelly par cœur. Et tu disais, dans toutes les classes de la société, c'est vrai. Dans la partie supérieure de la société, la poésie pouvait accompagner des événements comme une naissance, un baptême, un mariage, un deuil évidemment, mais aussi des petits actes de la vie quotidienne. Il y a des poèmes, alors c'est plus documenté pour le 18e, on a plus de sources, mais là, un poète marseillais, il remercie un ami qui lui a envoyé une morue, parce qu'il adore la morue, et il fait un long poème comme ça. Voilà. Mais ça, c'est dans la partie cultivée de la société. Mais en même temps, la poésie, elle est très présente dans les autres catégories sociales. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette pratique qui a heureusement disparu du charivari, qui consistait à stigmatiser un couple mal assorti, un veuf qui épousait une jeunette, etc. Donc, on leur faisait subir toutes sortes d'avanies publiquement. Et pour ça, on faisait des poèmes. Et c'était pas de grands auteurs, c'était pas des Goudelly qui composaient ça. Ils le faisaient parfois oralement, sans rien écrire, à l'oreille. On le chantait aussi. On connaît ces textes parce qu'ils sont souvent dans les archives judiciaires. Quand ça a été un peu trop loin, qu'il y a eu un plaignant qui a fait noter le texte de la chanson. Et voilà, la poésie, c'est à cette époque-là quelque chose de présent pas dans la vie quotidienne, mais quand même, infiniment plus présent que de nos jours, tu as raison. On manque de poésie.
tu verras le rap et ses formes, et voilà, une résurgence des formes poétiques contemporaines. Alors aujourd'hui, même si ça n'évoque pas forcément la poésie aux passants qui voient ces statues sans l'identifier, le personnage de Goudouli, il est présent au centre de la ville, sur ce monument Place Wilson. Elle a été placée au début du XXe siècle, c'est ça? Oui, alors il y a eu toute une histoire, parce qu'on ne voulait pas la mettre là, on voulait la mettre place Jeanne d'Arc, je crois. Et il y a eu et le sculpteur est mort entre-temps. Ça a été un feuilleton, cette histoire. Et finalement, elle est place Wilson, elle sert de reposoir aux pigeons, et elle représente Goudouli d'après l'un des deux tableaux, avec à ses pieds la Garonne. Il y a plusieurs versions, mais la version officielle, c'est la Garonne. Et il y a à Toulouse, en plus de cette statue, 2 rues Goudouli, puisqu'il y a plusieurs orthographes. On a la rue Gaudolin, qui est vers le boulevard d'Arcole. Voilà. Et puis, vers les Demoiselles, on a la rue Goudouli, G-O-U-D-O-U-L-I. Donc, tu penses qu'on pourra en créer d'autres? Oui. Alors, pour terminer, juste avant de terminer, pour laisser un peu de temps à la salle pour les questions, si aujourd'hui, et qu'on n'est pas soi-même spécialiste d'occitan, si on a envie, après t'avoir entendu et lu, de lire la poésie de Goudouli, est-ce qu'il y a des publications accessibles, y compris d'ailleurs bilingues, en tant qu'à faire, même si, comme tu le disais, c'est très difficile à traduire, étant donné qu'il y a des tas de jeux de mots, voilà. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, le problème, c'est que il y a eu beaucoup d'éditions de Goudouli. L'édition scientifique de référence, elle date de 1887. C'est le docteur Jean-Baptiste Noulet qui l'a établie. Et elle donne le texte en occitan sans traduction. Ensuite, nous avons en 1984 mon maître Philippe Gardy qui a réalisé une édition dans l'orthographe moderne de l'occitan, mais il n'a pas mis de traduction. Il n'y a pas de traduction. Et en 2009, mon collègue Pierre Escudé a réalisé une édition avec traduction. Alors, il faudrait des notes quasiment à chaque vers, il n'a pas pu en mettre, mais je dois dire, je lui rends hommage, par certains moments, il se tire brillamment de difficultés qui semblent insurmontables. Il y est arrivé. Mais, encore une fois, donc il existe cette traduction de 2009 chez Privat. Ça serait à reprendre, et ça serait à reprendre dans un travail collectif avec des chercheurs de bonne volonté et de bonne composition. Et est-ce que tu sais s'il y a des enregistrements? Oui. Alors, peut-être que vous avez connu l'émission qui existe encore d'ailleurs, Birra al País, qui était présentée dans les années 80 par quelqu'un qui s'appelait Maurice Andrieux. Et il existe un petit CD notamment, je crois qu'il y a les stances Henri IV et d'autres textes lus par Maurice Andrieux, qui a une voix adaptée. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Non. Merci, Goma. Alors, il est temps de se tourner vers le public. Et voilà, si vous avez des questions à poser à Jean-François Coureau sur Goudouli, c'est le moment. Merci Jean-François. De toute façon, tu ne pouvais pas tout dire. Alors, juste une question. Ce qui pratique, en fait, c'est la poésie savante. Goudouli. C'est la langue populaire, mais c'est la poésie savante. Donc, ça n'a peut-être pas été étudié, ou ça l'a été, mais au XVIe siècle, c'est aussi le grand siècle des musae reduces, c'est-à-dire tous ces gens qui avaient, ces lettrés qui avaient une instruction élevée et qui écrivaient des poèmes en latin. Je ne sais pas si tu as vu les 2 volumes de Laurence,
sur les éditions de poèmes latins au XVIe siècle en France, et souvent c'est le modèle je pense que c'est le modèle qu'on retrouve dans les poèmes de Goudouli. Le modèle, je ne veux pas dire pas qu'il les imite, mais il lui donne le phrasé, la structure, parce qu'il ne pouvait pas inventer le langage poétique tout seul. Alors ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est une question. Est-ce qu'un jour, vous pensez faire une édition en graphie classique? Parce que je dois te dire que la lecture de l'occitan en graphie française me pèse. Donc, ça a quelque chose d'extrêmement désordonné. P à Mistral, P à Romani, mais ça me tape sur les nerfs pour tout te dire, parce que ça consacre le fait que c'est une langue de patois. Voilà. Je peux écrire. Je dis ça pour faire plaisir à Patrick Sauzet. Modèle. Ouais. Alors, alors sur la question ce que tu poses, en fait, c'est la question des modèles. Goudouli est effectivement quelqu'un qui a une énorme culture. Il connaît le latin, l'italien, le français. Et il cite lui-même quelques-uns des auteurs qu'il a lus. Et c'est une poésie, c'est vrai, qui utilise les codes de la poésie savante et les formes de la poésie savante. Mais en même temps, tu l'as dit, c'est une poésie qui fait entrer dans la langue des mots du quotidien, de la réalité de tous les jours. C'est cette mixité entre savant et oral. Je ne dis pas populaire, en fait. Oralité, parce que cette oralité, elle est partagée par toutes les classes de la population, qui fait son originalité. Et il y a énormément à faire. C'est un travail qui n'a pas été complètement fait et qui devrait faire l'objet d'une équipe, d'un collectif qui travaille à identifier les sources de Goudouli. Et la seconde remarque, j'ai oublié, c'est pour ça que je voulais la noter, la graphie. Alors en fait, les textes de Goudouli, ils sont dans sa graphie à lui, qui est composé à partir des règles du français. Philippe Gardy, dans son édition de 1984, a fait une transposition en graphie occitane, normalisée, dite classique ou à libertine. Eh bien oui, mais ça ne simplifie pas tout. Enfin, donc en fait, scientifiquement, mais là on pourrait faire un débat avec ton voisin de derrière, scientifiquement, et je dis, on pourrait faire une discussion avec ton voisin de derrière, Patrick. Scientifiquement, ce qui compte, c'est la lettre du texte. Donc, c'est sa graphie d'origine. Et ça vaut pour tous les auteurs, à mon sens. Mais après, c'est vrai que transposer en graphie moderne, c'est déjà un pas vers la traduction, vers l'interprétation du texte et de sa langue, et ça présente un avantage scientifique aussi. Bonjour et merci. Au milieu de tous ces spécialistes, moi j'ai une question purement toulousaine peut-être. Vous avez parlé de la salle des illustres, dans laquelle on peut voir un tableau qui montre Molière apprenant tout de Goudouli. En tant qu'historien, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est une anecdote réelle ou c'est la légende que Toulouse veut bien se créer? Merci pour votre question. J'ai un peu étudié ça à l'occasion du 4e centenaire de la naissance de Molière, donc en 2022. Et c'est un très très beau tableau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Ouais. Très grand, où on voit, pour ceux qui ne le connaissent pas, un vieux Goudouli assis sur le banc devant sa maison. Devant lui, il a le jeune Molière avec perruque, voilà, qui l'écoute fasciné. Derrière, dans l'embrasure de la porte, la servante, un mur de briques toulousain. On peut imaginer que c'est la métairie de Sainte-Agne, quelques poules. Et voilà, c'est un très beau tableau. En fait, aucun élément historique ne permet d'affirmer que cette rencontre a jamais eu lieu. Elle apparaît au XIXe siècle dans une publication toulousaine, un périodique toulousain qui s'appelle La Mosaïque du Midi, avec une histoire qui est racontée, qui est fictive, et des dates qui ne correspondent pas à la réalité. Molière est venu à Toulouse. Alors, j'ai plus précisément les dates, je dirais 47 et effectivement 49. Il est venu au mois de mai. Goudouli meurt le 16 septembre. Donc là, c'est la seule date, la seule année où ils auraient pu se rencontrer.
Ce qu'on sait, c'est que, Goudelly, à ce moment-là, est vieux, malade et fatigué. Il a du mal à se déplacer. On n'est pas du tout au théâtre du Capitole, qui n'existe pas. Donc les représentations, elles se font dans une auberge, l'auberge de l'Écu, qui est pas loin non plus. Lui, s'il est à Sainte-Agne, je ne sais pas. Non, mais surtout, son biographe, Germain de la Falle, qui va écrire la première biographie de Goudelly en 1678, n'en parle pas. Personne n'en parle au XVIIe ni au XVIIIe siècle. Si ça avait eu lieu, vu la notoriété qui s'établit de Molière assez rapidement de son vivant, on l'aurait su. Donc il n'y a rien dans la documentation. Par contre, c'est une belle histoire. Donc elle a donné lieu à ce tableau, elle a donné lieu à des gravures, elle a donné lieu en 2021 à un roman qui a été écrit par une collègue universitaire enseignante d'espagnol à l'université Toulouse-Capitole, qui a brodé là-dessus. Je me souviens plus du titre, mais non, je crois pas que voilà. Donc c'est une légende, mais ça sert à ça, les légendes, à nous faire rêver. Se non è vero, è ben trovato. Antonin, je n'ai pas là, mais j'ai oublié. Ah oui, de Goudelly à Molière, le maître et le génie. Goudelly, c'est le maître, et le génie, c'est Molière. Voilà. Oui. Catalan. Hein. Et sa mère avait fait, c'est pour ça qu'elle a fait ce roman, sa mère, en 1978, a fait une thèse en espagnol, parce que c'était la loi, à Barcelone, sur Goudelly. J'ai eu le plus grand mal à me la procurer. Et elle doit avoir, sa mère, alors qu'il est 101 ans, je pense. Une note d'humour parisienne. Parisien. Il y a 2 rues Pierre Goudelin. Pierre Goudelin et Pierre Goudelly. Ici, à la différence de Paris, on traduit en occitan. Donc, oui, comment on fait là? Comment on fait pour ces deux rues? Là, alors, la vraie, je ne sais pas où elle est. Alors, la vraie, je sais pas où elle est. Lui, il écrivait Goudelin. Sur les couvertures, il y a marqué Goudelin. Il signait Goudelin. On va remercier Jean. Vous venez d'entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 14 juin 2025 avec Jean-François Courreau, auteur aux éditions Midi-Pyrénéennes de 1617 Pierre Goudelly, un génie poétique du baroque occitan, collection cette année-là à Toulouse. Réalisation et mise en onde, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.